Bonjour à tous. Dans ma communication, je vais critiquer l'univers transmédia. Ma position, je m'en doute, ne fera pas l'unanimité. Mais un colloque n'a pas vocation, selon moi, à être la réplique académique de ces chants grégoriens d'autrefois, où tous les chanteurs entonnaient à l'unisson la même ligne mélodique. La juxtaposition de plusieurs voix dissonantes peut parfois donner lieu à des beaux effets polyphoniques. Cette précision étant faite, commençons. Comment vais-je m'y prendre pour critiquer la notion de fiction transmédia? Eh bien, je m'intéresserai aux implications politiques du phénomène transmédia. Je pense, avec Friedrich Jameson, qu'il y a forcément un inconscient politique dans tous les phénomènes culturels. Dans cette optique, l'imaginaire transmédia pourrait être caractérisé comme la tentative politique d'institutionnaliser un nouveau code imaginaire, ajusté à la nature d'une société où la technologie digitale est omniprésente et où les communications, y compris celles qui ont un caractère fictionnel, doivent désormais se conformer au régime expressif prédéfini par l'intelligence artificielle. La fiction transmédia est, selon moi, un effet collatéral de l'impératif catégorique dont dépend la tenue des sociétés technologiques actuelles. Adaptez-vous. C'est à peu près dans ces termes que la philosophe Barbara Stiegler a récemment défini l'alchimie sur laquelle repose le succès du néolibéralisme occidental. Les sociétés néolibérales sont celles qui éduquent les individus à croire qu'ils souffrent d'un retard culturel par rapport aux nouvelles technologies et qu'ils doivent s'adapter pour évoluer. Certes, ces sociétés se vendent à elles-mêmes et aux autres comme des bastions de la liberté. Mais en réalité, ce qui réconcilie les habitants des démocraties occidentales avec le modèle néolibéral, c'est fondamentalement la possibilité d'accéder dans ce genre de société à une panoplie pratiquement infinie de biens et de services, de telle sorte que chacun a l'illusion de pouvoir trouver ici de quoi résoudre tous ses problèmes. À défaut d'essayer de résoudre les problèmes des gens par des moyens politiques, comme le faisaient les sociétés traditionnelles, les sociétés néolibérales prétendent tout résoudre par des moyens économiques. Mais comme le marché ne peut s'acquitter de ce rôle providentiel que s'il est supporté par le progrès technologique, la vie des habitants des régimes néolibéraux est soumise à cet impératif que je rappelais plus haut. Adaptez-vous. Cet impératif veut dire laissez-vous dicter votre mode de vie par les nouvelles technologies. Soyez perméable aux injonctions par lesquelles le progrès technique vous demande de modifier votre mode de produire et de consommer, d'enseigner ou d'apprendre. Mettez donc en adéquation votre manière de vivre et de penser avec la possibilité que la technologie offre désormais à l'existence humaine. La fiction transmédia est selon moi la réponse adaptative de notre société occidentale à cette injonction technologique. Elle est la mise en adéquation de l'imaginaire occidental aux conditions de possibilité de la fiction dans une société où le seul régime expressif auquel il faut se conformer est celui qui est prédéfini par l'intelligence artificielle, ainsi que par les courants de pensée, comme le cognitivisme, qui estiment que les performances de l'intelligence humaine peuvent et doivent s'aligner sur celles d'un ordinateur. Je vais structurer ma communication en deux parties. Tout d'abord, j'essayerai de définir les caractéristiques de la fiction transmédia. Ensuite, je m'intéresserai à l'imbrication de cette notion avec le cognitivisme. Une dernière précision avant de commencer. En raison du temps limité qui nous a été imparti, 20 minutes, je ne vais pouvoir qu'effleurer les sujets que j'aborderai. Je m'excuse donc à l'avance du caractère forcément télégraphique des choses que je dirai, mais je pourrai y revenir si quelqu'un me le demandera au cours des échanges que l'on pourrait avoir par la suite.
Pour définir la fiction transmédia, il faut, selon moi, aller au-delà de la signification littérale inscrite dans le mot qui sert à désigner le phénomène en question. La fiction transmédia n'a pas qu'une existence lexicale. On ne peut donc pas se limiter à la caractériser uniquement à partir de sa transmédialité. Certes, les fictions en question ont un sens qui migre d'un média à l'autre. Elles sont donc incontestablement transmédiatiques. Mais il y a d'autres caractéristiques de ces fictions qui ne sont pas si intuitives et que l'on ne peut saisir que par l'étude empirique des opérations qui caractérisent leur production et leur réception. Ces caractéristiques sont l'expansivité sémantique illimitée et le caractère autoréférentiel de cette expansivité sémantique. Approfondissons ces deux caractéristiques. Les univers transmédia sont des univers expansifs en ceci, qu'ils sont soumis, comme le dit Anne Besson, à un régime d'inflation sémantique. Le mot-clé pour caractériser la production de ces univers n'est pas en effet adaptation, mais plutôt expansion. Il ne s'agit pas d'adapter le contenu d'une fiction aux caractéristiques qui définissent tel ou tel autre média. Il s'agit plutôt de favoriser l'expansion de ce contenu, de le dilater en le transposant d'un média à l'autre. Ainsi, les prequels et les sequels d'une histoire fictionnelle ne sont pas de simples adaptations. Ce sont des expansions sémantiques d'une même idée séminale, un personnage ou une histoire. La deuxième caractéristique importante des univers transmédia découle de la précédente. L'expansivité sémantique ne déborde pas les frontières de la fiction. En passant d'un média à l'autre ou d'un genre à l'autre, les contenus fictionnels transmédiatiques s'enrichissent. Leur forme archétypale cède la place à une pluralité de formes dérivées. Mais l'idée séminale qui a enclenché ce processus de diversification était déjà une fiction. Sherlock Holmes existait déjà en tant que personnage de roman, avant de devenir le personnage d'innombrables variantes cinématographiques et télévisuelles de ses aventures. Il n'en va pas de même dans le cadre des fictions monomédiatiques traditionnelles. La créativité artistique ne se déploie pas ici sur le mode de l'expansion sémantique de données fictionnelles déjà existantes. Par exemple, lorsqu'il tourne ses films sur la crise du couple contemporain, le réalisateur iranien Asghar Farhadi ne se limite pas à redéployer le contenu des fictions qui, depuis Madame Bovary de Flaubert ou Anna Karenina de Tolstoï, ont fait de la crise du couple l'ingrédient principal de l'intrigue. Ces films ne sont donc pas des variantes transfictionnelles des romans de Flaubert ou de Tolstoï. En revanche, les univers fictionnels transmédiatiques sont tous fondés sur le redéploiement de contenus fictionnels déjà existants. Leur expansivité sémantique est donc éminemment transfictionnelle ou autoréférentielle. Deux sont donc, selon moi, les caractéristiques majeures des univers fictionnels transmédia. Mis à part la caractéristique la plus intuitive, la transmédialité, les fictions transmédia se caractérisent surtout par deux autres traits moins intuitifs, l'expansivité sémantique et l'autoréférentialité de leur contenu, ou la transfictionnalité, pour utiliser le terme de Richard Saint-Gelais. Les univers fictionnels transmédia ont certes un contenu qui migre sur plusieurs médias, mais ils se caractérisent surtout par le fait qu'ils sont en état de dilatation permanente et qu'ils se développent de façon tentaculaire à partir d'un noyau sémantique archétypal qui était déjà lui-même une fiction. En quoi ces univers fictionnels sont le reflet d'un régime expressif où, comme je l'ai dit dans mon introduction, les performances imaginaires des hommes sont désormais alignées sur celles des ordinateurs? J'en viens à ma deuxième partie. Précisons d'abord que le néolibéralisme
n'est pas à confondre avec l'ultralibéralisme. Celui-ci prône le laisser-faire économique. L'État ne doit pas interférer avec les automatismes du marché, puisque ceux-ci sont censés réguler spontanément les comportements individuels, en instaurant partout des rapports de compétitivité et en créant ainsi les conditions pour une croissance économique qui profitera à tous. Or, le néolibéralisme rompt avec tout cela. Comme l'avait très bien compris Michel Foucault dans des conférences données au Collège de France dans les années 1970, le néolibéralisme rompt avec la politique de l'État minimal et prône le retour invasif de l'action de l'État dans toutes les sphères de la vie sociale. Il s'agit pour les néolibéraux d'accompagner les efforts d'adaptation de la société au mode de vie mis en place par le marché, à la faveur de politiques éducatives visant à rendre plus souple le comportement social aux injonctions émanant du marché et de ses institutions tutélaires, l'Organisation mondiale du commerce, le Fonds monétaire international, les agences de notation, ainsi de suite. De ce point de vue, le néolibéralisme n'est pas la négation, mais le parachèvement de l'ultralibéralisme. Les politiques éducatives mises en place par les régimes néolibéraux ne visent pas seulement à gagner la société aux valeurs de la libre entreprise, de la compétitivité sélective et du darwinisme technologique. Il ne s'agit donc plus seulement d'une forme de propagande, influençant la société par le contenu des idées qui définissent la vision du monde canonique. Non, les politiques éducatives néolibérales s'attaquent désormais aux performances cognitives de la société, à la forme et non pas au contenu de la pensée, dans le but d'institutionnaliser des manières de penser qui favorisent l'adaptabilité des nouvelles générations à la configuration actuelle du marché et à l'ordre technologique qui la soutient. Barbara Stiegler parle à ce sujet de mise hors circuit de l'intelligence collective. Le fer de lance de cette stratégie de quadrillage disciplinaire de la pensée est l'alignement des possibilités cognitives de l'intelligence humaine sur celles de l'intelligence artificielle. Et c'est ici qu'entrent en jeu les chercheurs cognitivistes. Le cognitivisme est le courant épistémologique qui aujourd'hui règne en maître sur plusieurs disciplines universitaires et qui met en consonance avec les finalités des politiques néolibérales les descriptions que ces disciplines donnent des phénomènes qu'elles étudient. L'idée centrale autour de laquelle gravitent les recherches cognitives est la cognition, c'est-à-dire les processus mentaux qui président à l'élaboration de la connaissance humaine. Or, le problème des processus cognitifs est qu'ils échappent à toute observation empirique. Ils ne sont observables que par introspection. De ce fait, toute description de l'activité de notre cerveau semble condamnée à ne jamais pouvoir accéder à un statut scientifique. Or, les premiers cognitivistes prétendaient avoir trouvé la solution miracle. La description des processus cognitifs est vraie si les processus en question peuvent être implémentés, c'est-à-dire reproduits artificiellement par des machines pensantes, réinstanciés techniquement par des ordinateurs. Quel rapport y a-t-il entre la pensée des premiers cognitivistes et les politiques néolibérales? C'est que les politiques éducatives néolibérales, les politiques qui ont été adoptées massivement en France depuis 2009 et qui ont sensiblement modifié les méthodes d'enseignement de nos établissements scolaires et universitaires, sont l'implémentation de l'intuition autour de laquelle a pris forme le cognitivisme des origines. Sauf qu'ici, chez les néolibéraux, l'intelligence artificielle d'un ordinateur n'est pas considérée comme une copie de l'intelligence humaine. Elle est plutôt considérée comme le modèle auquel l'intelligence humaine doit se conformer pour être performante. On aligne donc les possibilités cognitives du cerveau humain sur celles d'un cerveau artificiel. Le but n'est pas de créer une société robotisée.
Le but est plus ambitieux. Il s'agit de rendre docile la société aux injonctions émanant du marché, en robotisant l'intelligence collective, en alignant plastiquement les performances cognitives et imaginaires de l'être humain sur celles d'un ordinateur, de manière à seconder les processus sélectifs mis en place par la compétitivité économique et par le darwinisme technologique. L'approche par compétences, le bilan de séquence, la tâche intermédiaire et la tâche finale, toutes ces notions qui ont fait leur irruption massive dans la pédagogie française ces dernières années sont la transposition sur le plan de la pensée humaine des procédés qui président au fonctionnement de l'intelligence artificielle. Les chercheurs qui ont mis au point ces méthodes pédagogiques sont d'ailleurs tous des représentants de la mouvance cognitiviste. Pensons à Jacques Tardif. Mais revenons au problème des univers imaginaires transmédiatiques. Qu'est-ce qui me permet de reconnaître dans la fiction transmédia l'expression d'une mise en adéquation de la vie imaginaire de notre société à un idéal cognitiviste de la fiction, c'est-à-dire un idéal ajusté aux performances techniques d'un ordinateur. Les univers transmédia, on l'a vu, sont des dispositifs fictionnels atypiques. Ils reposent sur un déséquilibre. D'une part, ils témoignent de l'expansivité infinie des univers imaginaires dont la configuration n'est jamais définie une fois pour toutes, mais se prolonge en une variété de ramifications expansives. D'autre part, ces mêmes univers rétrécissent le spectre des éléments réinvestissables dans la production et l'interprétation d'une œuvre aux seules connaissances qui relèvent de l'univers de la fiction, à l'exclusion de tout ce qui se trouve au-delà de cet univers. Or, les univers fictionnels transmédiatiques sont donc des univers sémiotiques bipolaires. D'un côté, ils stimulent, de l'autre, ils frustrent nos capacités cognitives. Or, ce déséquilibre est selon moi le signe de l'inféodation de ces univers au régime expressif institué par l'intelligence artificielle. Car les opérations que les producteurs et les récepteurs d'une fiction transmédia peuvent faire ou ne pas faire correspondent à celles qui limitent le champ des choses qu'un ordinateur est capable ou est incapable de faire. Est-ce qu'un ordinateur est capable de créativité? Peut-il combiner les données dont il dispose pour élaborer de nouvelles données? Oui, bien sûr. Les algorithmes qui président au fonctionnement de nos ordinateurs permettent à l'intelligence artificielle de redéployer les données dont elle dispose dans sa mémoire de manière à engendrer des énoncés tout à fait nouveaux, selon une combinatoire presque infinie. Les ordinateurs sont donc capables d'une certaine créativité, pour peu que l'on réduise celle-ci à une combinatoire, c'est-à-dire au redéploiement syntagmatique d'unités paradigmatiques déjà stockées dans la mémoire de l'ordinateur. Mais est-ce que les ordinateurs sont capables d'interagir avec le monde extérieur à la manière des hommes, c'est-à-dire en ressentant des affects et en faisant de ces affects la source première de leur performance cognitive, le terreau où l'activité de leur cerveau puise leurs racines? Non, les ordinateurs n'ont pas un accès affectif à l'expérience. Ils ne décryptent pas le monde à travers des sensations ou des sentiments. Ils sont donc incapables de déployer une intelligence affective. J'appelle ainsi l'intelligence qui permet aux affects qui accompagnent la perception ou l'imagination d'une chose de conditionner l'évaluation de la chose en question. Les choses que nous percevons ou imaginons ne sont presque jamais pour nous neutres. Elles sont toujours bonnes ou mauvaises, belles ou laides, justes ou injustes, sacrées ou profanes, suivant qu'elles soient concordantes ou discordantes avec nos attentes morales, politiques, esthétiques ou religieuses. Ces traits évaluatifs ont pour nous une existence affective. Nous nous apercevons que quelque chose est beau ou laid, bon ou mauvais, en ressentant un affect.
pour la précision, un sentiment, soit agréable, soit désagréable. Notre cerveau ne peut pas ne pas tenir compte de cet affect lorsqu'il traite cognitivement la réalité qui lui a procuré un tel affect. C'est ça que j'appelle l'intelligence affective. Or, ce type d'intelligence est manifestement au-delà des possibilités d'un ordinateur. Je pense que les caractéristiques fondamentales des univers transmédia, leur expansivité et leur autoréférentialité, sont le redoublement sur le plan imaginaire des limites qui desservent les performances techniques d'un ordinateur par rapport aux capacités cognitives d'un être humain. L'expansivité est le redoublement des variantes combinatoires presque infinies que l'intelligence d'un ordinateur peut produire en redéployant syntagmatiquement les unités paradigmatiques déjà stockées dans sa mémoire. Et l'autoréférentialité est le redoublement des limites que l'intelligence artificielle ne peut pas franchir et qui la condamne à ne pouvoir déployer sa créativité qu'en combinant les matériaux fictionnels déjà présents dans sa mémoire, à défaut de pouvoir en puiser des nouveaux dans le monde extra-fictionnel de l'expérience réelle. L'expansivité sémantique joue un rôle compensatoire par rapport aux frontières asphyxiantes qui affectent une créativité condamnée à l'autoréférentialité. Les fictions transmédia emprisonnent l'imaginaire humain à l'intérieur des frontières de la fiction, en compensant cet enfermement étouffant par l'expansion sémantique de leur contenu imaginaire, ouvert aux contributions interactives les plus diverses. Les univers fictionnels transmédiatiques sont donc à mes yeux l'expression d'une manifestation involutive et régressive de notre vie imaginaire. Ils préludent à l'implosion de la fiction, à la neutralisation de son pouvoir critique et à l'avènement d'un monde où les seules pratiques imaginaires existantes ne serviront plus à problématiser la vision du monde de la société, mais uniquement, je cite Stigler, à récréer la force productive usée par le travail, c'est-à-dire à distraire le citoyen, ou plutôt le travailleur, pour lui permettre ensuite de s'acquitter plus efficacement des devoirs qui lui incombent dans le cadre d'une société ayant pour seul credo la croissance économique et le darwinisme technologique. Merci de votre attention. Merci Alessandro. Bon, alors là, nous avons… je te rassure Alessandro, on te suit, hein, sans problème, on te suit. C'est-à-dire que, alors tu as parlé de Stigler, etc., mais tu aurais fait beaucoup plaisir à Dominique Bolton, qui pense que le cognitivisme, il dit toutes les décennies, nous avons une nouvelle science qui prend le pas sur toutes les autres et qui devient hégémonique. Et il parle, par exemple, on pourrait parler du rôle qu'ont joué quand même les sciences du langage dans les années 60, hein, où l'approche par une forme de domination dans les sciences sociales, où tout était langage et tout revenait vers le langage. Et là, il est clair que Bolton dénonce, par exemple, cette imprimature des sciences cognitives et des implications, évidemment, aussi politiques et sociétales que ça peut avoir. Il me semble que notre ministre de l'Éducation nationale en est quand même un assez digne représentant dans les conceptions qu'il a souvent et qu'il affirme. Autre chose aussi, j'ai parlé de Gaëtan Tremblay. Alors, je ne sais pas si tu connais, il a fait un rapport passionnant auprès de l'UNESCO sur, si tu veux, le détournement par une certaine conception des industries créatives, d'une conception totalement néolibérale qui assimile création et créativité et qui même dissout la création derrière la créativité pour à la fois transfuser, parce que c'est quand même un peu un ressort du transmédia aussi, transfuser des éléments de la création du côté du management, du côté de la politique, du côté de la gouvernance, le fameux agenda médiatique de Tony Blair. Pour ça qu'attention à Rifkin, hein, Rifkin était dans ce camp-là aussi. C'était un des conseillers de Tony Blair et c'est un de ceux qui a mis au point justement cette notion d'agenda médiatique qui consiste, que d'ailleurs Tony Blair a transfusé, Gaëtan Tremblay le raconte très bien, auprès de Nicolas Sarkozy, et notre président actuel continue d'ailleurs cette logique-là, qui est de prendre le pas sur les médias en inventant un récit, en mettant en place une fiction qui permet d'occuper l'univers médiatique et de mettre les médias
à la remorque de la politique et non pas d'avoir cette tension entre politique et médias, ce qui est normalement l'aspiration naturelle de la démocratie. Enfin, je ne t'ouvre pas toute cette boîte de Pandore, mais il y en a pas mal. Et en sciences de l'information et de la communication, j'ai parlé tout à l'heure du LAPSIC, mais aussi ici à l'IMSIC, on a bien cette vision quand même, effectivement, de ce que tu as raconté, de cette déviance, je dirais, néolibérale. Je rappellerai d'ailleurs, et c'est quelque chose qu'on doit quand même, sur lequel on doit être lucide, que c'est la fameuse troisième gauche de Tony Blair et de Schroeder qui a complètement enfoncé le clou à ce niveau-là et qui a donc servi aussi une politique qui, je dirais, finalement, consistait à rendre soluble le socialisme avec le thatcherisme et le reaganisme. Donc, on te suit parfaitement, hein, ne t'inquiète pas, en tout cas moi, sur cette notion-là, sachant que toi, tu as les armes, évidemment, de l'étude narratologique aussi pour le traiter autrement que nous, on peut le voir. Voilà, je voulais faire ce rappel pour que tu sois tranquille sur le fait qu'en tout cas, je pense, avec moi et d'autres, on peut être en phase par rapport à ce que tu viens de nous dire. Alors, il y a des questions, pour aller très vite, hein, on est un peu en retard, mais il y avait 3 interventions. Il y a une question que je voudrais donner à Hervé, parce que Hervé disait qu'il avait une réaction, sachant que Célio, lui, voulait revenir peut-être sur une petite question. Donc, pour l'instant, Hervé, je te... Alors, c'est pas vraiment une question, c'est juste des réactions qui vont tout à fait dans le sens de ce que dit Alexandro. Je trouvais ça intéressant, la notion d'expansion et de dilatation. Je pense que ça va tout à fait dans la notion du capitalisme de l'attention. Et on pourrait dire en fait que un aspect du transmédia serait, le transmédia serait en partie une réponse à la question du flux exponentiel des produits culturels et qu'on a besoin donc de maintenir un auditeur, un spectateur le plus longtemps possible dans un univers créé et par cette dimension de transmédialité, de pouvoir produire tout un monde et rester dans cet univers le plus longtemps possible, bah, c'est une réaction à cette multitude de produits culturels, parce que le temps humain, lui, on n'a toujours que 24 heures pour chacun par jour, et qu'on ne peut pas effectivement voir tout, entendre tout et lire tout. Donc c'est une sorte donc c'est vraiment l'esprit du marketing et la logique de la valeur qui est au cœur de la chose. Moi, ce qui m'intéressait aussi, mais c'est dans la remarque que j'avais fait précédemment, c'est l'impact de l'augmentation des budgets nécessaires pour le transmédia, et ça accentue effectivement la dimension industrielle de la création et pour aller de plus en plus vers le divertissement. Et enfin, une petite boutade qui est que si j'avais envie de faire un film post-mortem de Guy Debord, ben je saurais à qui demander la voix off. Et je parle de Guy Debord parce qu'à ma connaissance, mais c'est très subjectif, à ma connaissance, c'est quand même un des premiers, mais je ne suis pas sûr historiquement, à avoir parlé de colonisation marchande de l'imaginaire et de la vie privée. Merci Hervé. Merci Hervé. Oui, disons qu'il me semble que face à tous les phénomènes, il faut adopter un regard critique. Il ne faut pas se limiter à décrire le phénomène et à l'accepter comme inéluctable, puisque rien n'est inéluctable dans le monde dans lequel nous vivons. Il faut toujours pouvoir porter un regard critique sur les phénomènes parce qu'il en va de notre liberté. Et voilà pourquoi il m'a semblé important de porter ce regard critique sur le transmédia, dans la mesure où j'y vois, comme j'ai essayé de l'argumenter dans mon intervention, l'expression d'une forme involutive de l'imaginaire. Cela déplaira peut-être à ceux qui y reconnaissent une forme émancipative, mais selon moi, la créativité dont témoignent les univers transmédia est une créativité mineure qui ne fait pas le poids face à la créativité dont l'homme est capable. Et j'y vois l'empreinte de ces nouvelles politiques néolibérales que je soupçonne de vouloir rabattre l'intelligence humaine sur celle de l'ordinateur. C'est ça qui m'inquiète le plus. C'est une hypothèse que je soumets à votre appréciation et que je voudrais développer dans d'autres recherches. Alors, il y avait une question.
Oui, il y avait une question rapide de Célio pour qu'on puisse… Ah, Laurent aussi. Laurent Collet, tu me permets, Hugo, pour qu'on… OK. Alors, Célio d'abord, et puis Laurent. Une question remarque. Merci beaucoup pour votre intervention de critique sociale, je trouve un peu. Et je pense que c'est vraiment bienvenu. Donc désolé de ne pas être la contradiction non plus. Votre propos m'a beaucoup fait penser au fameux livre de Gunther Anders sur l'obsolescence de l'homme et la honte prométhéenne que l'homme peut avoir à cette époque-là. C'était plutôt vis-à-vis des machines qui feraient toutes les choses mieux que nous, ce qu'on retrouve encore aujourd'hui avec l'ordinateur développé à une puissance vraiment supplémentaire. Et du coup, je me demandais si, à terme, en fait, en tout cas, si la logique que vous décrivez se poursuit et prend encore de l'ampleur, si finalement on pourrait se passer de public, ce fameux public là qui est quand même un des points importants du transmédia, en fait, il peut peut-être se faire tout seul par des ordinateurs, il n'y aura plus besoin de gens. Ben, c'est ce qui se passe en ce moment avec les matchs de football. Par exemple, il y a un public inexistant qui assiste. Il y a des bruits de fond qui font croire que le match est suivi par des personnes qui exultent au bord du terrain de foot alors qu'il n'y a personne. Malheureusement, nous vivons une époque dans laquelle les scénarios apocalyptiques que l'on pouvait redouter, des scénarios orwelliens, deviennent une réalité. Et il faut être vigilant et porter, comme je le disais tout à l'heure, comme j'essaie de l'enseigner à mes étudiants aussi, toujours un regard critique sur les choses que l'on étudie, puisqu'il n'y a que ce regard critique qui est le gage de notre liberté. Laurent, dernière question. Oui, ça serait plutôt… Salut Alessandro. Ça serait Salut, plutôt Laurent. une remarque sur le lien que tu fais entre intelligence artificielle et puis transmédia. Je pense qu'il n'y a pas nécessairement de relation de cause à effet. Je pense que ce sont deux signes différents, mais du même phénomène, qui est la standardisation des activités humaines, qui cale avec la production de masse, la société industrielle. Alors, aujourd'hui, on appelle ça néolibéralisme, qui commence avec Taylor, les usines, le chronomètre, etc., qui, dans les années 80, Hollywood passe par le modèle de Campbell, Joseph Campbell, comme la norme pour structurer des récits, sachant que Campbell, lui, ne le pense pas comme ça, mais derrière les récits, il voit les manières dont le corps vit les émotions. Et donc, la standardisation en 12 étapes, qu'on reprend aussi dans le transmédia, une standardisation non seulement de l'imaginaire, mais des émotions qui sont légitimes à ressentir, qu'elles soient jadis dans notre société actuelle, dans une dimension effectivement de politique de fabrication de l'individu utile au système politique en train de se mettre en place. Et je pense que l'IA, c'est la même chose, mais il n'y a pas forcément… C'est deux phénomènes, mais je ne sais pas s'il y a une volonté de faire rentrer à un moment donné la fabrique du transmédia dans une machine algorithmique de manière à produire automatiquement des œuvres. Je pense que ce sont des phénomènes qui peuvent vivre tout à fait séparément, mais qui renvoient à la même dimension politique de fabrication de… Je mets 4000 guillemets du nouveau être, du nouveau homme, du nouveau humain. Voilà, c'est une petite… je partage la très grande majorité de ce que tu as dit. On peut le replacer aussi sur autant l'invention de l'écriture, peut-être apporter à l'être humain des nouvelles capacités cognitives. Et peut-être que c'est l'inverse qui se passe aujourd'hui avec les médiums en train de s'installer. C'est encore une question ouverte pour moi. La capacité de création, une colonisation marchande, c'est aussi une interrogation pour moi. C'est-à-dire que je suis moins affirmatif que toi, mais par contre, sur le signe que IA et transmédia, c'est le signe de quelque chose qui est de l'ordre de la standardisation. En tout cas, c'est comme ça que moi je le pose, je partage ton point de vue. Voilà, c'était une petite nuance sur le lien IA. En tout cas, une discussion que je voulais engager avec toi sur le lien entre IA et transmédia. J'arrête, je suis trop long. Oui, moi aussi, télégraphiquement,
Je suis affirmatif parce que je dois l'être quand j'expose une thèse, mais je suis ouvert au débat dialectique et tout ce que j'ai dit relève de l'hypothèse dont il faut débattre. Il me semble qu'on peut soupçonner les politiques néolibérales de vouloir, par l'intermédiaire de la pédagogie, nous familiariser à des modes de pensée inférieurs à ceux dont notre cerveau est capable, puisqu'il s'agit, comme tu l'as dit, de neutraliser l'humain et de créer les conditions pour l'avènement d'une société post-humaine qui poserait nettement moins de problèmes à ceux qui pensent que les déterminismes du marché mondialisé et du progrès technologique sont les seuls à même de garantir la prospérité de l'être humain sur cette terre. Non, non, si tu veux marchandiser, tu es obligé de dégrader à chaque fois. Si tu veux transformer une activité humaine en une activité marchande rentable sur le long terme, il faut que tu dégrades l'activité, c'est-à-dire que tu l'appauvrisses d'une certaine façon. Et qui va de pair avec une forme, par exemple, consommer de la musique produite par les industries culturelles, ça marche super bien si les gens ne savent plus jouer eux-mêmes de la musique. Ce qui est mon cas, par exemple. Voilà. Ouais, Quand tu sais plus faire de la musique, donc du coup, tu vas consommer des œuvres musicales produites par d'autres. ouais. Ah, voilà, je vais venir à Toulon, Alessandro. On va se voir. Volontiers. On va être obligé quand même de conclure. Bon, évidemment, ça nous a ouvert tout un panégyrique de réflexion. Encore deux choses, Alessandro. Tu dois connaître peut-être Malabou, la première, hein, pas la deuxième. Catherine Malabou, c'est un vrai transmédia, son nom, Malabou, bout de ficelle, celle de cheval, parce qu'elle a écrit un livre qui s'appelait « Que faire de notre cerveau ?» où elle renvoyait à des phénomènes que tu décris, notamment l'utilisation des phénomènes, des fonctionnements du cerveau pour instrumentaliser à la fois un système de management et un système d'encadrement social et sociétal. Mais dans Que faire de notre cerveau bleu, elle a abjuré et elle a rendu les armes devant la puissance de l'intelligence artificielle. Mais en tout cas, lire la première, Que faire de notre cerveau, et puis on en parlait avec Bilal, évidemment, ce chercheur indien que je connais mal, mais qui est véritablement très passionnant, Appadurai, je ne sais pas si tu connais, qui interroge ces phénomènes cognitifs dans une vision très universaliste et mondialiste et qui reprend aussi des idées qui pourraient vraiment t'intéresser. Voilà, on va conclure. Merci beaucoup, Alessandro, de nous avoir… Merci Michel, merci à toi.